Quand vient le temps d'évaluer un film, je cherche toujours à savoir si l'histoire aurait perdu à être racontée dans un autre format. Je ne trouve pas d'intérêt dans les films à scénario. Je leur préfère les livres. Cela ne veut pas dire que l'histoire m'importe peu. Non, elle est au-dessus de tout. Mais il faut quelque chose en plus. Dans les meilleurs films, la forme est aussi importante que le fond. De même qu'un livre perd de son splendide si le style littéraire est au pâquerette, un film gagne en qualité si la réalisation joue les seconds violons. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Un film, c'est 24 images par seconde. Je vous laisse faire le calcul. Anatomie d'une chute n'aurait pas frappé pareil au format littéraire. Loin de moi l'envie de m'étendre sur ce qui différencie un livre d'un film. Pour cette vidéo, j'ai bien assez d'une analyse de film. On comprend toutefois, avec Anatomie d'une chute, que ce n'est jamais l'histoire qui compte, mais la réalisation qui raconte. Et certes, une image correspond à 1000 mots, mais cacher une image ou la modifier équivaut à au moins autant de questions. D'où le titre de la vidéo. La qualité d'Anatomie d'une chute, selon moi, repose sur ce qui est tu, sur ce que la réalisatrice refuse de dévoiler. En découle une multitude d'interprétations différentes, ce qui complimente le sujet du film, l'opacité de la vérité, son caractère changeant. Voilà donc ce qui est merveilleux dans ce film. Le format même du médium est indispensable à Anatomie d'une chute. Sans le 7e art, cette histoire n'aurait pas pu exister. Elle aurait implosé en vol pour retomber au sol en ballon percé. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, surtout dans ce qu'on ressent, encore plus dans ce qu'on ressent pour quelqu'un. Quand l'amour cesse, cela veut-il dire qu'il n'a jamais existé ? Il y a les mots que l'on prononce sous le coup de la colère, les pense-t-on vraiment ? L'humeur des hommes est changeante, leurs idées aussi. Est un idiot celui qui meurt avec les mêmes opinions qu'au début de sa vie. Tout au long de sa vie, l'on danse autour de la vérité, si tant est qu'elle existe. On ne l'attrape jamais vraiment, on est parfois persuadé de le faire. Alors, quand il faut faire la lumière sur un événement, forcément, derrière la lampe torche, on est caché dans son ombre. Dans un tribunal, la vérité, c'est pourtant ce que l'on cherche. Et sous les projecteurs, les avocats, les jurés, le juge, mais aussi l'accusé. Dans un monde sans nuances, il y a les méchants et les gentils. Dans un monde parfait, les gentils gagnent sur les méchants. Le premier exploit d'Anatomie d'une chute est d'omettre de nous donner la vérité. Jusqu'à la fin du film, l'on ne saura jamais qui est véritablement en tort. Il y a un verdict, certes, mais c'est au final peu de choses, sinon une vie sauvée. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé ce jour de chute. Justine Triet, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, cultive le doute. Elle joue avec les spectateurs, qui deviennent eux-mêmes et pour eux-mêmes des jurés. Les changements de scène manipulent le public au même titre que les dialogues. Je pense à cette scène où des spécialistes analysent les traces de sang sur le petit cabanon. La défense et l'accusation ont chacun leur analyste, et ces analystes ont chacun une interprétation différente. Mais Justine Triet nous montre les deux. Et pour nous, le spectateur, les deux alors deviennent réels, deviennent possibles. Il y a deux théories, le suicide ou le meurtre. La vérité est abandonnée au profit du dualisme, car ces théories dans le procès sont des angles d'attaque. Ceux qui les brandissent se fichent bien en vérité de savoir si elles sont vraies. Ils cherchent simplement à rendre l'une plus crédible que l'autre. Une autre omission du film est celle des preuves. Il n'est question que de subjectivité. Il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas de plongée dans le psychisme des personnages. Seulement des actes rapportés, des enregistrements biaisés et des théories foireuses. En cela, le médium du cinéma sert l'histoire là où le caractère bien souvent omniscient d'une œuvre littéraire l'aurait desservi. Le cinéma se concentre sur ce que l'on voit, sur des réactions. La littérature s'intéresse à ce qui se cache, aux sentiments et aux émotions. Il aurait été possible bien entendu de manipuler un lecteur, mais la lecture aurait été plus lisse, ennuyeuse, car il aurait fallu tout cacher. Dans Anatomie d'une chute, ce qu'il faut cacher pour que le film fonctionne, c'est justement ce que le cinéma dévoile rarement. Ici, on doit l'exploit en partie aux acteurs. C'est par leur jeu qu'ils nous manipulent. Selon la ligne de lecture que l'on utilise, selon que l'on pense Sandra, la protagoniste, coupable ou innocente, ses réactions changent du tout au tout. L'avis que l'on se fait d'une personne influence ce que l'on pense de ses actes. J'en tiens pour preuve la scène d'introduction, où une étudiante interviewe Sandra.
À ce moment, à part le fait qu'elle est écrivaine, on ignore tout de Sandra. Ce que je dis n'engage que moi, mais on la trouve peut-être un peu arrogante, extravagante, comme un artiste peut l'être. Elle joue avec la personne en face d'elle, et ça ne choque pas. En commençant à ce moment-là de l'histoire, le film omet volontairement de nous dire que Sandra est bisexuelle et qu'elle a déjà trompé son mari à plusieurs reprises. La révélation tombe et remet cette première scène en perspective. En effet, elle commence à paraître aguicheuse. Ces taquineries peuvent ressembler à de la drague. Les intentions de Sandra sont tues. Car quand elle se justifie, elle le fait pendant le procès où elle n'a aucune raison de dévoiler quelque chose qui pourrait la desservir. Nous avons peu de fenêtres ouvertes sur la vie privée de Sandra, quasiment aucune sur sa vie avant la chute. Ces scènes nous sont cachées. Ce serait trop simple sinon, on saurait quoi penser. Sandra ne se dévoile que dans le tribunal. Qui voit-on à ce moment-là? Sa personne ou un personnage? Impossible de le dire, car les rares fois où l'on voit Sandra dans son quotidien, elle doit aussi jouer un rôle. Il y a Marge, employée pour empêcher Sandra d'influencer son fils, et qui donc représente la loi comme elle le dit elle-même. Même quand Sandra quitte le tribunal, il la suit chez elle. On ne peut la croire nulle part. On ne la voit jamais seule, sauf à la toute fin. Et les fois où elle est sans Marge, elle se trouve aux côtés de son avocat, qui est amoureux d'elle et par là même facilement manipulable. Ses sentiments pour elle l'empêcheront toujours d'y voir clair, et de toute manière ce n'est pas son but, lui, il cherche à l'innocenter. D'ailleurs, quel animal voyez-vous en lui? Dites-le moi en commentaire, moi je vois un renard. Sandra et Vincent, l'avocat, sont complices, que ce soit dans le crime ou dans l'adversité. Un accord tacite les lie, celui de taire la vérité. Ainsi, Sandra omettra de dire à Vincent qu'elle a eu une altercation avec son mari la veille de la mort de ce dernier. Pour le bien de la défense, Sandra est innocente, et c'est tout. Le reste se brode autour. Et parfois il faut mentir, mais quand on parle sous serment, on ne peut plus mentir que par omission. Il y a toutefois dans le film autre chose qu'une histoire d'omission. Il y a de la déformation. À certains niveaux, les deux sont la même chose, car déformer, c'est omettre du sens. Cette déformation se ressent principalement dans la barrière de la langue, dans ce qu'il faut pour l'enjamber. Sandra est allemande et s'exprime en anglais. Le procès se déroule bien entendu en France, où la chute s'est opérée. Sandra doit alors, pour le bien du procès, s'exprimer en français. Les transcriptions de ces enregistrements, eux aussi, sont en français. Et ensuite, quand il est trop difficile pour elle de s'exprimer en français, sur certains sujets délicats, elle s'exprime en anglais. Et une interprète traduit ses phrases en français. Pour résumer, car c'est un peu compliqué, Sandra, dont la langue maternelle est l'allemand, parle en anglais, tandis qu'une personne étrangère à elle rapporte ses phrases en français. Les propos de Sandra sont donc déformés 4 fois avant de parvenir au spectateur. La scène de la reconstitution d'une dispute par la police vient appuyer ces éléments. La dispute s'est opérée en anglais, mais pour le bien de la compréhension de tous, elle est retranscrite en français. Sandra, son insurge, dit que ce n'est pas ainsi que la dispute s'est déroulée. Elle n'a pas le choix. Quand elle refuse de jouer son propre rôle, une policière le fait à sa place. La reconstitution est alors complètement déformée. Certes, ici ce qui intéressait les enquêteurs, c'était le volume des voix et pas le contenu des phrases. Mais cette scène est emblématique du reste du film, c'est un symbole. Justine Triet établit en quelques minutes la situation de Sandra. Elle est dépaysée, n'est pas dans son élément, et sa parole a moins de poids qu'une procédure. En quelques minutes, Justine Triet nous montre sans nous le dire que dans son film, la vérité est un concept large et qu'elle est traversée par un tas d'interférences. La vérité, tout au long du procès, est analogue à une émission de radio dans un poste qui grésille et qui sursaute. En parlant d'émission, il en est question dans le film. En faisant de sa protagoniste une personne célèbre, Justine Triet évoque, bien que brièvement, le procès médiatique et tous les fantasmes en jeu dans ce dernier. Sur les plateaux télé, on voit Sandra comme une meurtrière, simplement parce qu'on veut le faire. Les discussions y sont comme des discussions de comptoir. Les présentateurs, animateurs, invités, y disent ce qui leur passe par la tête, sans penser aux conséquences que leurs mots pourraient avoir sur le procès, ou simplement sur la santé mentale de Sandra et de sa famille. Et enfin, il y a les témoignages, première source d'influence dans ce procès, utilisés comme des preuves. Ils font appel aux souvenirs.
et ces derniers sont capricieux. L'hippocampe, je parle ici de la structure cérébrale, a un rôle central dans la mémoire et la formation de souvenirs. Elle est aussi influencée par les émotions. On se souvient mieux des événements qui nous ont provoqué de fortes émotions, ou, au contraire, dans le cas de traumatisme, on les bloque. On se réfugie dans une amnésie dite traumatique. C'est le cas dans beaucoup de procès. Quand les témoins sont directement impliqués, ils ont souvent traversé des événements traumatiques, les souvenirs sont déformés et tout se mélange. Daniel a découvert le cadavre de son père. Je crois qu'on peut effectivement parler d'événements traumatiques. Il est normal alors que ses souvenirs soient fragiles. C'est pourtant un témoin clé du procès. On l'utilisera contre lui, pour discréditer tout son discours. Il est un peu effroyable de constater le manque d'humanité dont font preuve les interrogateurs en sa présence. Daniel est une pièce, un pion, rien de plus, à la fois noir et blanc, joué par les deux parties de l'échiquier. Mais à la fin, il se libère et devient roi. Le film nous montre une ellipse de façon habile, utilisant une mélodie comme un parallèle. Daniel joue au piano. Il fait d'abord beaucoup de fautes. Un an s'écoule, et quand on le retrouve, il arrive à jouer la mélodie sans faute. Je vois cette scène comme, en plus d'une façon de montrer le temps qui passe, une métaphore. En un an, toutes les parties du procès ont eu le temps de perfectionner leur mélodie, qu'ils répètent sans faute aux juges et jurés. Ils ont créé des souvenirs, ils les ont construits, et ne les rappellent plus vraiment. Ils sont tous convaincus de leur propre vérité subjective, au lieu d'œuvrer ensemble à trouver la vérité objective. Avec cette ellipse, Justine Triet utilise de nouveau l'omission. Il n'y a aucun moyen pour le spectateur de savoir ce qu'il s'est passé durant cette année cachée. Le spectateur doit l'inventer à partir des éléments qu'on lui donne. Il doit former des théories et sans véritablement pouvoir les prouver, en faire des vérités. Le spectateur, pour comprendre l'histoire, est à la même place que les personnages du film. Et je trouve merveilleuse cette façon de raconter par l'omission. C'est ce qui, pour moi, fait la brillance du film. Cette omission ressort jusque dans le symbolisme. Ai-je besoin de rappeler que Daniel, le fils de Sandra, est aveugle ? Cela paraît une allusion parfaite à l'allégorie de la justice. Car c'est lui qui fait basculer le procès. Il est le seul, au final, à en avoir le pouvoir. C'est aussi celui que le spectateur est le plus à même de croire. Il est impliqué dans son être et dans sa chair, mais c'est un enfant. Il est innocent et ses intentions sont pures. Même quand il manque tuer son chien, quelle scène atroce d'ailleurs, c'est pour vérifier une théorie. Daniel semble le seul personnage qui cherche véritablement la vérité. Donc la justice est aveugle, mais elle n'est pas sourde. Il arrive un moment dans le film où l'enregistrement de la dispute entre Sandra et son mari est diffusé dans le tribunal, avec une retranscription écrite en français. C'est un formidable moment de mise en scène. Rappelez-vous, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les voix dans l'enregistrement sont sans équivoque, on perçoit un homme et une femme. Donc Justine Triet, plutôt que de montrer les réactions de l'audience, reproduit la scène en même temps que l'enregistrement. On voit alors, en chair et en os, la femme et le mari se disputer. Comme pourrait le faire n'importe quel couple, ils se reprochent leurs erreurs. Ils sont hypocrites, ils sont énervés. Rien de surprenant. Mais ils en viennent au coup. Et à ce moment-là, la scène s'efface. On retourne dans le tribunal, avec en fond seulement l'enregistrement. On retourne à l'omission, on devient aveugle. On doit interpréter, on entend des coups, des cris, sans savoir à qui ils appartiennent. On ne sait pas qui frappe l'autre, on n'a aucun moyen de le savoir. On doit seulement décider de croire ou non les paroles de Sandra. Cette scène aussi est symbolique, car l'interprétation qu'on se fait de la dispute a de grandes chances de concorder avec ce qu'on pense du verdict et l'idée qu'on s'est fait de Sandra. En nous parlant de la justice comme d'un être aveugle, en la rapportant à quelqu'un de vivant, Justine Triet semble nous dire que c'est en conséquence qu'elle n'est plus impartiale. Elle n'est plus la même pour tout le monde. Cela dépend d'une multitude de facteurs, de l'avocat, du juge, des jurés, du contexte, de l'époque même, mais aussi de l'accusé lui-même. Le film au final, en plus de toucher à des sujets plus vastes comme la relation de couple ou le handicap, démontre par l'art les biais de jugement rapportés par des études scientifiques. Dans le procès d'anatomie d'une chute, c'est le biais d'interférence arbitraire qui prévaut. Un biais qui pousse à des conclusions hâtives en l'absence d'un nombre suffisant de preuves. Dans le cas de la défense, mais aussi de l'accusation, le biais de confirmation entre en compte.
un biais qui consiste à ne prendre en compte que des éléments corroborant ses croyances et à discréditer tous les autres. Au-delà de tout cela, Anatomie d'une chute permet de mettre en exergue un principe judiciaire français, l'intime conviction. Jean-Marie Fayolle-Noirterre l'a défini ainsi. L'intime conviction est une méthode de jugement permettant de prendre en compte l'acte à juger et la personne dans leur réalité et dans leur subjectivité, en ouvrant au juge l'accès à tout moyen de preuve, par la parole, par la science, par les éléments psychologiques. En une phrase, tout est permis comme preuve. On le voit dans le film, même le chapitre d'un livre est susceptible de se substituer à une preuve concrète. Justine Triet nous pose cette question. Comment jouer quand on n'a pas toutes les cartes en main? La réalité lui répond, on joue et on verra bien. Justine Triet fait alors participer les spectateurs en les rendant acteurs du procès pour eux-mêmes. Si vous avez vu le film, vous avez forcément une opinion du verdict. Comment la justifiez-vous? Je parie que vos preuves sont diverses et variées. Normalement, c'est le moment où je me lance dans une conclusion. Quelques lignes pour éviter une chute trop abrupte. Mais aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Je vais plutôt vous exposer une théorie, pour illustrer tout mon propos dans cette vidéo. Je suis allé voir le film avec PI, du cabinet de McCoy, je vous mets son blog en description. Après la séance, on a discuté. J'étais jusqu'alors persuadé que Sandra était bien innocente. Mais en discutant, le doute s'est instauré et ma vision a complètement changé. Tout part de la prise de parole de Daniel à la fin, et d'un dialogue avec Marge. Je pensais que Daniel avait dit la vérité devant la juge. Mais, et s'il avait menti? Et si la discussion qu'il rapporte avoir eue avec son père avait été inventée de long en large? On nous montre Daniel comme quelqu'un de très intelligent, donc c'est dans ses cordes. Ce qu'il rapporte, il le dit mot pour mot. Ça ne vous paraît pas étrange? Ce souvenir-ci lui revient avec perfection, alors que ça avait l'air pour lui d'une discussion commune. Maintenant, mettez-le en relation avec la discussion que Daniel a eue avec Marge, alors que Daniel doutait sur la culpabilité de sa mère. Elle lui dit, et je paraphrase, que quand on ne sait pas, quand il nous manque des éléments, pour s'en sortir il faut décider. N'est-ce pas ce qu'a fait Daniel? Il a décidé que sa mère devait être sauvée. Et ne serait-ce pas dans le thème que Marge, dont le rôle était d'empêcher que Daniel soit influencé, soit celle qui au final influence Daniel et le pousse à mentir? Et cela ne veut même pas dire que sa mère est coupable, non, elle peut toujours être innocente, et Daniel mentir à cause du manque de preuves. À la toute fin, Sandra rejoint Daniel sur le canapé. À aucun moment, elle ne dit qu'elle est innocente. Et Daniel la prend dans ses bras, une main sur le crâne, comme s'il la protégeait, parce qu'il vient de mentir pour la sauver. Il a déjà perdu son père, il ne veut pas maintenant perdre sa mère. Il s'est persuadé qu'elle était innocente, il refuse de croire qu'elle puisse être coupable. Mais ce n'est que mon interprétation.